à la hauteur du pont de Neuilly. Écoutez son témoignage. On a entendu des coups de feu, on a entendu des gens crier, hurler, pleurer. Les gens tombaient les uns sur les autres, des gens avaient du sang qui coulait de la tête, on voyait des gens pieds nus, c'était catastrophique. Sur le pont de Neuilly, dans un autre autobus, se trouve Khaled. C'est un jeune Nantérien de 14 ans. Toute sa famille habite le bidonville de la rue des Prés en bord de Seine. Avec son père, 2 frères, un oncle et un cousin, il est parti manifester. Impressionné par la foule, l'enfant tient fermement la main de son oncle. Soudain, des coups de feu éclatent. C'est la panique. Khaled se met à courir sur des corps qui gisent à terre. Il dira avoir échappé de peu à la mort. Pendant plusieurs heures, des actes d'une rare sauvagerie se déroulent au cœur de Paris et de la banlieue. On a retrouvé des cadavres empilés sur les grands boulevards. Des hommes pendus à des arbres dans le bois de Vincennes. Des corps chavirés par la Seine. Des milliers de personnes parquées au Palais des Sports et au stade Pierre de Coubertin. Parmi elles se trouvait Amar Malek. Il tenait un café à Nanterre. Ses voisins le décrivaient comme un homme très bien qui faisait de la boxe. Ils ne le reverront jamais. Il est assassiné par les gardes mobiles le 20 octobre 1961, après 3 jours de détention. Parmi les 20 000 Algériens qui manifestaient ce jour-là, combien étaient partis de Nanterre et de tant d'autres villes de banlieue pour devenir les victimes et témoins d'un véritable massacre? Combien n'ont jamais revu un père, un frère, un cousin, un voisin? Combien ont été assassinés par balles à bout portant? Combien matraqués jusqu'à la mort? Combien jetés dans le fleuve? Combien ont été blessés et mutilés? Aujourd'hui encore, 50 ans après les faits, le seul bilan officiel de la violence qui s'est déchaînée ce 17 octobre 1961 fait état de 2 victimes à la suite de quelques bagarres, pour reprendre la terminologie cynique de l'époque. Ainsi, à l'horreur du massacre, s'est ajoutée l'ignominie du mensonge. Il a donc fallu le long et patient travail d'associations, de militants, d'historiens, de journalistes pour faire surgir la vérité. Il a fallu retrouver des témoins, accéder à des archives tenues secrètes, reconstituer le déroulement précis et détaillé de cette journée noire pour mesurer l'ampleur de la tragédie. Le 17 octobre 1961, c'est bien un crime de grande ampleur qui a été commis. Un crime qui a probablement fait près de 300 morts et plusieurs milliers de blessés, dont certains très grièvement. Un crime qui avait un mobile, un commanditaire et des exécutants. Le mobile, c'était la volonté du gouvernement de l'époque d'appliquer à la population algérienne résidente en France, résidente à Nanterre, les mêmes discriminations que celles pratiquées sur le sol algérien par le pouvoir colonial. Le commanditaire de ce crime s'appelait Maurice Papon. En la matière, le préfet de police de la Seine pouvait se prévaloir d'un certain savoir-faire. Déjà, entre 1941 et 1944, au poste de secrétaire général de la préfecture de Gironde, il avait mis un zèle particulier à organiser la déportation de la population juive de la région de Bordeaux. Pour ces actes, il a été jugé par une cour d'assises en 1997 et condamné pour complicité de crimes contre l'humanité. C'est le même Papon qui s'est comporté en véritable récidiviste le 17 octobre 1961. C'est lui qui a ordonné aux forces de police placées sous ses ordres
la répression sanglante et systématique des manifestants algériens. Lui qui a couvert ceux qui ont tué. Et le gouvernement, le Premier ministre et le président de la République de l'époque ont forcément été impliqués. Aucun des gardiens de la paix, des CRS ou des membres des brigades spéciales impliqués dans les massacres du 17 octobre n'ont été interrogés, inquiétés ou sanctionnés. Cette réalité rend d'autant plus courageuse l'attitude d'un groupe de policiers républicains qui furent les premiers à rapporter avec précision ce qui venait de se passer et à dénoncer la hiérarchie. Dans un communiqué diffusé le 31 octobre 1961, ces policiers républicains révélaient notamment que dans plusieurs villes de banlieue, de nombreux Algériens avaient été arrêtés au cours de véritables rafles, brutalisés dans les commissariats et que plusieurs dizaines d'entre eux avaient été jetés inanimés dans la Seine après avoir été sauvagement battus. Aussi terrible soit-il, le rappel indispensable de ces faits nous permet de mieux mesurer en même temps leur très grande méconnaissance. Car aujourd'hui encore, en dépit des efforts remarquables d'associations et de personnalités, la date du 17 octobre 1961 ne parvient pas à s'inscrire dans la mémoire collective. Cette occultation a été délibérément entretenue pendant des dizaines d'années. L'interdiction d'accéder à certaines archives n'a été levée qu'en 1999. Les manuels scolaires continuent d'ignorer ces événements. La demande de nombreuses personnalités de consacrer aux victimes un lieu national du souvenir a été refusée. Et elles sont peu nombreuses, les villes qui, comme Nanterre, ont décidé d'inscrire ces événements dans leur patrimoine. Car à travers l'inauguration de ce boulevard, à travers toutes les initiatives qui entourent le 50e anniversaire du 17 octobre, c'est une part essentielle de l'histoire de Nanterre que nous mettons en partage. D'abord, l'histoire d'une immigration qui a fait la richesse de notre ville. Depuis longtemps, cette terre d'accueil et de travail est celle de tous les ailleurs. Et s'il est vrai que Nanterre a changé, elle n'a jamais perdu le fil de ses origines et continue de cultiver avec fierté sa diversité et sa multiculturalité. Le 17 octobre, c'est aussi l'histoire des bidonvilles de Nanterre. À l'endroit même où nous sommes rassemblés se trouvait l'un des bidonvilles. Dans ces bidonvilles, près de 20 000 personnes vivaient dans des baraques en tôle et en bois, sans eau courante, dans des conditions d'hygiène déplorables. Les descentes de police y sont régulières et brutales. À partir du 5 octobre 1961, l'interdiction de circuler librement est une humiliation de trop. Et c'est d'ici que l'on part en famille pour se rendre à la manifestation. Le 17 octobre, c'est encore l'histoire de Nanterre par les valeurs que notre ville porte depuis des décennies. La révolte, l'entraide, la solidarité. Au lendemain de la terrible répression, ce n'est pas le silence qui s'est imposé ici, mais l'indignation et la riposte. Dès le 23 octobre, un rassemblement a lieu devant la mairie de Nanterre. On y recueille 2000 signatures de protestation sur des pétitions émotion. 4 jours plus tard, le 27 octobre 1961, le conseil municipal de Nanterre adopte 2 vœux. L'un sur le relogement des familles des bidonvilles, l'autre pour condamner la répression qui s'est abattue. Dans cette déclaration que nous venons de retrouver, je cite, « exprime sa profonde indignation devant les crimes odieux qui ont été commis. Ces pratiques racistes nous rappellent les jours les plus sombres que nous avons connus sous l'occupation nazie et sont un obstacle sérieux dressé sur le chemin de la paix négociée en Algérie. »
pour toutes ces raisons, en inaugurant en 2003 une plaque commémorative, en nommant aujourd'hui par la date du 17 octobre 1961 un boulevard de notre ville à l'endroit même où ces événements ont été inscrits, en inscrivant cette cérémonie dans le calendrier officiel des manifestations locales, nous rendons hommage aux victimes. Nous inscrivons la mémoire de cette histoire dans l'espace public. C'est un acte de grande portée. Je tiens à remercier très sincèrement toutes les associations et l'ensemble de celles et de ceux qui se sont mobilisés pour parvenir à ce résultat. Puisse cet acte contribuer à ce que l'État reconnaisse enfin sa responsabilité dans le crime qui a été commis. Car 50 ans après, c'est par le silence ou le mépris que les plus hautes autorités continuent de traiter ce drame. Que dire également de certaines attitudes, telles celle du maire de Neuilly, qui prétend empêcher que l'on se rassemble demain près du pont de Neuilly, sur les mêmes lieux, les lieux mêmes de la tragédie. Eh bien, n'en déplaise à M. Fromentin, nous serons demain nombreux à 17h30 sur le pont de Neuilly. Oui, il est vraiment temps de faire entrer la date du 17 octobre 1961 par la grande porte de notre histoire. Cette demande de reconnaissance officielle, dont nous nous félicitons qu'elle soit portée aujourd'hui par toute la gauche, n'est ni la recherche d'une rédemption, ni un acte de repentance. C'est d'abord une exigence de justice pour les victimes et pour leurs familles, une demande de vérité et de morale pour nous-mêmes et pour les générations à venir, une nécessité pour que se construisent enfin des relations nouvelles de part et d'autre de la Méditerranée. Notre pays doit inscrire le 17 octobre dans la mémoire collective, comme nous le faisons et devons continuer de le faire pour la Révolution française, la Commune de Paris, le Front populaire, la résistance, la déportation, la libération, l'esclavage colonial. Des actes comme celui qui nous rassemble aujourd'hui ont aussi une vertu pédagogique. Ils laisseront en héritage une part de notre histoire, fût-elle douloureuse. Ils sont à leur manière un signal de vigilance pour éclairer l'avenir. Dans son livre « Les yeux ouverts », Marguerite Yourcenar nous dit « Quand on aime la vie, on s'intéresse forcément au passé, parce que le passé, c'est le présent tel qu'il a survécu dans la mémoire humaine. » Sachez, mesdames et messieurs, que la ville de Nanterre poursuivra cet engagement sous l'impulsion de Marie-Claude Garel, conseillère municipale en charge de la mémoire. Nous le ferons avec détermination, car c'est aussi de cette manière que l'on construit une ville pour tous. Merci. Ouais.